Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Joliba TV News et dans votre émission Le Terrain littéraire, votre émission mensuelle qui vous permet de mieux connaître l'actualité littéraire du mois. Pour ce énième numéro de votre émission, nous recevons pour vous Monsieur Mamadou Koulibaly. Il est auteur d'un beau roman intitulé Balala. Monsieur Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Traoré, et je me réjouis d'être parmi vous. Et aussi, je donne mes remerciements aussi à l'assistance qui a bien voulu chercher à assister à cette émission. Ça prouve à suffisance qu'ils sont vraiment intéressés par ce qu'on appelle la culture et aussi intéressés aussi par la recherche d'idées. Vous savez, les auteurs de romans ou bien de littérature, quand ils font leurs livres, ils souhaiteraient être lus parce qu'ils ont mis soit des récits ou bien soit des histoires qui ont vraiment une certaine utilité d'être visités et même d'être revisités. Parce que ça donne l'utilité aussi à eux, quand même, de pouvoir peut-être sentir leur travail, que vraiment qu'ils ont fait non seulement de la recherche, en même temps aussi qu'ils ont prouvé à suffisance l'idée qui leur a germé pour essayer quand même de se mettre à écrire leurs romans. Merci, M. Traoré, pour votre invitation. Oui, c'est toujours un plaisir, Monsieur Koulibaly. Apparemment, nous avons un auteur bavard. C'est ce qui va donc donner beaucoup plus de piment à notre rencontre du mois. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seuls à bord de ce train. Prière d'accueillir, sinon d'applaudir pour vous-même, charmant public. Voilà. Alors, nous sommes aussi avec notre partenaire dorénavant, le port autonome de Conakry, qui a décidé d'accompagner en tout cas cette aventure littéraire. Merci d'applaudir aussi pour le port autonome de Conakry, mesdames et messieurs. Alors, c'est donc une tradition dans cette émission. Nous allons essayer d'aller à la rencontre de notre auteur, histoire de partager avec vous sa biographie. Une personnalité comme celle de M. Koulibaly est très difficile à présenter parce que vu son parcours, mais nous allons essayer en tout cas de faire un petit ramassé de ce que nous avons pu concocter pour vous. Alors, mesdames et messieurs, Mamadou Koulibaly est détenteur d'un MBA en audit stratégique de l'IFG Paris 1, de Master 2 en gestion d'entreprise et des administrations GEA de l'Université de Versailles et d'une maîtrise en commerce international. Il a 24 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier, du management et de la finance. Il est le trésorier général de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM. Il est aussi membre de l'alumni du Campus France de l'IFG Paris 1 Paris 1 et de l'Université de Versailles. Monsieur Koulibaly, alors est-ce que vous reconnaissez dans cette biographie succincte ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiterez revenir? Oui, en réalité, je me reconnais parfaitement dans cette biographie parce que c'est un parcours universitaire que j'ai vraiment parcouru. Mais en plus de ça, vous savez, comment je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais beaucoup plus novice. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ces différentes études-là. Moi, quand je faisais le commerce international, quand je suis sorti, je me suis lancé dans les affaires. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas du tout à bouger. Et là, quand je posais des questions, non seulement à des entrepreneurs, et même aussi à des managers, ils n'avaient pas de solutions à me donner. Et moi, la première des choses que je me suis posée, cette lacune s'est dit à quoi? C'est par rapport à ma connaissance ou bien soit c'est mon environnement qui fait en sorte que je n'arrive pas du tout à progresser. Et un jour, quand j'étais sur le net, je m'amusais comme ça, j'ai vu une annonce, c'était Paris 1, Sorbonne, qui avait lancé leur demande de candidature par rapport aux étudiants qui souhaitaient faire une étude dans le domaine de NBA. Et puis, c'était vraiment une première promotion pour eux de pouvoir élargir leur, leur cursus universitaire dans le domaine du NBA, surtout dans le domaine de la finance. Et j'ai postulé comme ça bizarrement et j'ai envoyé tous mes dossiers. Et 6 mois après, je reçois une annonce pour me dire que la présélection de mes dossiers a donné un résultat favorable, que je peux quand même faire le test
au niveau de l'ambassade de France et que j'arrive à passer au test et qu'il n'y a pas de problème et je serai admis. Je suis allé faire le test et j'ai été admis. Et bizarrement, je n'avais absolument pas du tout les sous nécessaires pour essayer quand même d'aller suivre cette formation. Et je suis allé à ma banque pour essayer quand même de voir comment il faut pouvoir mettre la caution. Parce qu'en réalité, le Campus France me demandait à peu près 7 380 € comme ça sous forme de caution. Et j'ai demandé à ma banque, la banque me dit il n'y a pas de problème si vous avez les garanties nécessaires. J'ai apporté les garanties nécessaires. Et la banque a mis la caution à ma disposition et j'ai mis cette caution au niveau de l'ambassade et au niveau du campus et j'ai pu être admis. Et quand je suis allé, lorsque je faisais l'NBA, bon, j'avais vraiment un créneau parce que c'était la formation, moi j'avais 3 jours de formation à l'école et les autres jours j'avais le choix pour aller faire ce qu'ils appellent l'alternance, parce que vous savez, les étudiants, vous avez le choix de faire l'alternance, ça vous permet de pouvoir aller faire des petites tâches, ou bien aller faire des stages, ou bien soit aller chercher du boulot, où ces boulots vont vous permettre de pouvoir quand même payer vos frais scolaires. Et moi, au lieu de faire ça, je me suis allé inscrire au niveau de l'université de Versailles, parce que ce n'était pas loin, et je faisais les 3 jours là-bas et 3 jours de l'autre côté. Et ça m'a permis d'avoir une double diplomation. Et j'ai pu avoir le MBA en finance et aussi le Master 2 en gestion d'entreprise et des administrations. Là, ça m'a forgé d'avoir vraiment une véritable expérience, non seulement dans le domaine du management. Vous savez, le management, c'est une discipline, c'est une matière pluridisciplinaire. Ça vous permet de pouvoir connaître non seulement la finance, l'anthropologie, la sociologie, le marketing, l'économie et même la finance. Et là, ça m'a forgé aussi de pouvoir m'accompagner dans l'audit que j'étais en train de faire au niveau de Paris 1. Voilà grosso modo mon parcours universitaire. Et ça a trouvé que vraiment, déjà, j'avais mis un stand-by par rapport à mes activités entrepreneuriales. Mais en réalité, quand j'étais en train de faire ça, ça m'a permis aussi de pouvoir rencontrer aussi beaucoup de Maliens qui m'ont aidé. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de Maliens qui sont partis à travers ce qu'ils appellent ici les bourses d'excellence, qui ont fini, qui ont été, certains sont devenus des experts comptables. Ils ont essayé quand même de créer leur cabinet avec des co-associés, soit français ou bien soit d'autres étrangers. Et je faisais du consulting avec eux. Et ça me permettait vraiment de pouvoir m'épanouir dans tout ce que je faisais. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes parce que vous savez, dans les pays européens, quand vous commencez à avoir beaucoup de sous, souvent ces sous n'ont absolument pas du tout des justifications. Ils vous créent des problèmes. Moi, vous savez, 3 banques ont fermé mes comptes parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à comprendre comment moi, en tant qu'étudiant, je peux avoir tous ces sous-là. Or, c'était de la consultation que j'ai faisais avec ces cabinets-là. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir comprendre comment il fallait vraiment créer ma boîte. C'est là que j'ai compris l'amabilité de pouvoir inscrire mes 2 sociétés, la promotion immobilière aussi, les cabinets, pour que je puisse vraiment exercer mes activités sans que ça puisse être une contrainte pour moi dans mon pays d'approche. Voilà, M. Traoré, sur mes cursus universitaires et mon parcours universitaire là que je pourrais dire. Okay. Et voilà. C'est quand même un beau parcours, hein, même s'il n'a pas été, en tout cas, une promenade de santé. Hein, voilà. Merci en tout cas pour cette confidence et veuillez applaudir une fois de plus pour le courage de M. Koulou, mesdames et messieurs. Alors, Mamadou Koulibaly, vous êtes auteur d'un beau roman, je disais tantôt, hein, intitulé Balala, un roman réparti en 11 chapitres de 169 pages qui parle de l'histoire d'un jeune garçon. Veuillez nous parler un tout petit peu de... En tout cas, je sais qu'il y a des gens ici certainement qui n'ont pas encore lu l'œuvre. On va leur faire le plaisir en tout cas de leur raconter, sinon narrer un peu l'histoire que vous nous proposez dans ce roman. D'accord, M. Traoré. Bon, vous voyez, moi je suis un peu bavard. Hein. Voilà. Balala, c'est le nom de mon village. Nous sommes à 76 km de Bamako. Nous sommes le dernier village même de l'arrondissement de Sanankoroba.
le dernier village aussi de la commune de Dialakoroba. Dialakoroba, c'est la route de Oulé-Sébougou. Moi, quand j'étais jeune, je voyais mes parents, les parents de mon père venaient tout le temps dans notre maison, soit pour se faire soigner, ou bien soit pour des visites de courtoisie. Vous savez, aujourd'hui, la courtoisie manque à nous. Auparavant, nos parents se côtoyaient beaucoup. On s'est vraiment se fréquenté. Aujourd'hui, vous voyez que cette fréquentation a tendance à disparaître. Et ça m'a permis de pouvoir les rapprocher pour avoir leur chaleur humaine. Et la façon dont ils m'expliquaient la vie au village, et ça m'a donné l'amour d'aller visiter le village. Un jour, j'ai dit à mon père que bon, je souhaite aller visiter son village. Il me dit, mais comment vous avez pu avoir cet amour-là? Qu'est-ce qui est venu vraiment ce plaisir pour aller visiter ce village? J'ai dit, bon, ça m'a beaucoup plu parce que le fait que je côtoyais non seulement mes cousins, mais aussi mes oncles qui viennent ici pour des visites et même pour se faire soigner. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je me suis préparé, j'ai pris le Sotrama pour aller au village. Et vraiment, les péripéties que j'ai traversées, ça m'a donné le flair de pouvoir quand même écrire ce roman-là. Et je me suis dit que pourquoi ne pas écrire? Dès mes premiers instants au village, la façon dont j'ai été acquis, la façon dont j'ai traversé les villages et les causeries qui se faisaient au sein des Sotrama, et même quand je suis arrivé au village, la façon dont j'ai vu la vie dont vivaient vraiment mes parents, et ça m'a poussé à écrire. Voilà l'idée qui est venue d'écrire ce roman. C'est une riche expérience que j'ai vraiment passée. Et je suis vraiment prêt à reprendre. Depuis lors, je suis constamment au village. Voilà. Oui, donc vous l'aurez compris, hein, Monsieur Koulibaly vient de nous faire le résumé de son ouvrage et j'ose penser qu'à travers l'explication que vous venez de donner, parce que vous parlez d'un jeune dénommé Kalawan, hein, n'est-ce pas? Alors on peut comprendre par là qu'il s'agit ici d'un roman autobiographique, Monsieur Koulibaly. Exactement, c'est un roman autobiographique. C'est pour cela que l'avant-dernier chapitre, le coût de la vie, parle des expériences que j'ai vécues quand j'étais jeune. Voilà, c'est une autobiographie. Et en plus de ça aussi, j'ai vraiment cherché à mettre la littérature dedans, parce que j'ai fait en sorte que cette littérature peut même être enseignée, non seulement dans les classes primaires, mais aussi dans les classes secondaires. Vraiment, c'est une véritable littérature. Et vous voyez, souvent, même mes correcteurs, on avait du mal à se comprendre, parce que la façon dont... vous savez, le roman, c'était plus de 300 et quelques pages. Mais la façon dont ils ont essayé de rétrécir, c'est là qu'on sont venus à 170 pages. Voilà. Oui, alors tout de suite là, j'ai lu en tout cas pas mal de romans, hein. Je ne sais pas le nombre de romans que j'ai lus dans ma vie, sauf que celui-là, il a une particularité, la préface. Généralement, l'auteur choisit une personnalité pour préfacer un roman, mais ici, c'est le personnage principal même qui a préfacé, en tout cas, l'ouvrage. Ce fait est un peu un cas inédit, rare. Qu'est-ce qui vous a amené à faire préfacer ce document par le personnage principal lui-même qui est Kalawan? Oui, vous savez, j'ai préfacé moi-même ce roman parce que Kalawan est une autre histoire. Kalawan, c'est vous. Oui, Kalawan, c'est votre vie. C'est ma vie. Voilà. Kalawan, c'est ma vie. Parce que Kalawan, quand j'étais jeune, j'ai un ami d'enfance, lorsque on jouait au ballon, il m'a appelé Kalawan. Et dès lors, ce nom ne m'a jamais quitté. Est-ce qu'on peut savoir le nom Kalawan, d'où ça vient? Parce que quelque part, pour une des rares fois, Al-Mami va appeler Kalawan Kala. Alors je me suis dit, est-ce que ce nom doit être décomposé comme Kala comme prénom et puis Wan comme nom? Exactement, parce que ce nom a été tout le temps décomposé. Et malheureusement, comme heureusement, quand vous voyez, lorsque l'orchestre Wenge Musica avait commencé à avoir du succès à travers Kalawan, les gens pensaient que
mon nom c'était Kalei Boeing. J'ai dit c'est pas Kalei Boeing. Et certains aussi associés aussi à Arawan. J'ai dit c'est pas Arawan, comme le nom de village qui est au nord. J'ai dit que non, moi mon nom c'est Kalawan. C'est Kalawan, mais souvent pour couper court on m'appelle Kala. Et c'est ce sobriquet qui m'a beaucoup collé. Et Kala, pour que même aujourd'hui, il y a certains de mes amis intimes qui m'appellent toujours Kala. Et quand on se rencontre, par réflexe, ils disent Kala, même si nous sommes dans des rayons vraiment de statut, parce que nous sommes tous devenus des cadres maintenant, même si on se côtoie dans des réunions officielles, souvent par réflexe, ils m'appellent Kala. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que, M. Koulibaly, peut-on savoir hein, dans ce roman les thématiques que vous abordez? Oui, les thématiques, en réalité, sont parties de l'expérience que j'ai vécue. Déjà, quand je Balala, j'ai essayé quand même de faire toute une explication sur Balala parce que le trajet d'abord du voyage que j'ai pu parcourir, ensuite mon acquis et aussi l'expérience que j'ai vécue aussi au village. Là, la première partie est complètement dédiée par rapport à ça. La deuxième partie, c'est par rapport aussi à ce que j'ai pu assister. Parce que, vous savez, la sœur de mon frère m'a beaucoup assisté. Parce que elle, quand moi j'étais venu au village, je suis venu très préparé. Je suis venu avec même la provision du nombre de jours que je devais faire au village. Tout. Parce que c'était de vraiment ne pas peut-être subir des imprévus que j'aurais pas du tout planifié. C'est pour cela que j'ai venu avec l'ensemble de mes provisions, ce que je devais manger le matin. Ensuite, bon, c'est vrai que je me suis habitué par rapport à leur coutume en essayant quand même de manger le même repas qu'on me donnait. Mais le matin, je faisais en sorte que je puisse avoir un repas copieux le matin. Et la nuit, vous voyez, moi, je n'avais pas assez de problèmes par rapport à ça. J'avais préparé aussi. Je parle même de cette partie. Et je demandais à ma sœur de me faire une bouillie au riz. Et avec cette bouillie au riz, là, je mettais du lait du nido. Et dès que mon grand frère il a goûté ça, non, il ne m'a jamais quitté. Et puis il me dit, à telle heure, chaque heure de cette nuit-là, il ne faut plus que tu manges cette bouillie sans moi. Vous voyez? Et en plus de ça aussi, quand ma tante aussi était tombée malade, la maladie d'Alima, Alima c'est ma tante, c'est l'une des femmes de Alimami. Elle m'a... Bon, c'est vrai que je venais la saluer, mais je ne savais pas d'où elle souffrait. Et mon géniteur aussi ne m'a jamais dit aussi, bon, c'est vrai, c'est mon père, d'où sa femme souffrait, parce qu'Alimami c'est le grand frère de mon père. Et bon, moi aussi, je faisais quand même suivre les instructions qu'il me donnait. Mais au fil des événements, je me suis rendu compte que lui-même, il cherchait à traiter la maladie, mais en réalité, il n'arrivait pas du tout à trouver les bons remèdes. Et moi, je lui faisais des conseils pour qu'il puisse aller voir soit les médecins ou bien soit de voir d'autres pistes. Bon, mais c'est au fil des choses que je me suis rendu compte que ma tante était enceinte. Ouais. Et là, je essaie quand même de parler de ça. En plus aussi, lorsqu'on m'a demandé de l'accompagner, parce que quand j'ai vu l'évolution de la maladie, après je me suis rendu compte que non, ce n'était pas une maladie pure ordinaire, elle était enceinte. Et le jour que Almami m'a demandé d'accompagner sa femme, là je parle de la peur parce que j'étais sur la Camigo et cette moto tombait tout le temps en panne. Je craignais que ma tante ne puisse quand même accoucher en cours de route. Voilà. Et ensuite, j'ai parlé de la femme rurale aussi. Avec ça, c'était vraiment de pouvoir au moins magnifier la façon dont la sœur de mon frère, la femme de mon frère, quand même, a voulu quand même se mettre à ma disposition. Vraiment, tout ce dont je la demandais, elle pouvait quand même le faire ça. Parce qu'elle aussi, elle a eu la chance de pouvoir passer au moins 9 ans comme ça auprès de son mari en Côte d'Ivoire. Et ça lui a permis de pouvoir quand même apprendre les bonnes manières. Vous voyez. Et ensuite, je parle de complice parce que quand Alima a accouché,
j'ai vu que ordinairement, nous, on a l'habitude de pouvoir quand même célébrer du baptême. Et pour cette fois-ci, on n'a pas fait de baptême. On a juste seulement essoufflé le nom de l'enfant Et, à son oreille. et c'est là parce que tout simplement, vous avez trouvé votre oncle avare. Et c'est un radin. Oui, parce que pour moi, il est avare. Oui. Voilà. Parce que le fait qu'il il n'a pas célébré ce baptême-là, moi j'ai trouvé qu'il est avare. Parce que en ce moment, il avait tout pour essayer quand même de célébrer ce baptême-là. D'accord. Voilà, il avait de la vache, il avait des moutons, il avait aussi même du coq, tout. Voilà, et puis son grenier aussi était rempli. Voilà, parce que c'est quelqu'un, il a tout son grenier rempli. Et souvent même, les gens viennent pour lui vendre de leurs provisions, il paye. Mais il a toujours son grenier rempli. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que là, c'est bien noté. Ce sont donc, entre autres, les sujets que vous abordez. Ouais. Vous faites bien. Alors, je vais essayer de revenir sur tout ce que vous avez tout à l'heure raconté. Alors, revenons-en à une thématique, puisqu'on parle de la vie au village. Évidemment que quand on parle du village, il y a la tradition. Ouais. Je pense que la tradition joue un rôle très important dans ce roman. Par exemple, lorsqu'on prend la page 21, le repas qu'on prend ensemble, les membres de la famille, c'est la tradition, parce que je me permets de dire la page rapidement pour ceux qui ont l'ouvrage, hein, la page 21. Parlant de la tradition, voilà, je ne sais pas trop. Quelque part, Bandjougou me fit contourner la paille derrière, celle qui donne accès à la cour. Ils étaient assis les uns sur un long banc et les autres sur une natte étalée à l'entrée de la porte. Ils furent interrompus par nos salutations. Tout le monde s'était tourné vers nous en silence. Ils souhaitaient connaître le motif de notre présence dans leur grain. Voilà, ça c'est donc un peu la discussion qui se passait. Toujours parlant justement hein, de cette complicité justement entre les villageois, je veux dire ainsi, les amis étaient toujours cloîtrés dans leur silence total pour éviter d'interrompre cette scène. Bakary n'en revenait pas, il avait l'impression de rêver ou d'être dans une hallucination. Une lueur de joie s'empara de lui lorsqu'il me vit sourire. Il se mit alors à me poser des tas de questions sur mes parents et ma présence inattendue à Balala. Ceci parce que tout simplement, comme vous l'avez si bien dit, vous avez fait le trajet de la grande ville à Balala pour aller, hein, comme Kalawan justement et voilà donc c'est une expérience que vous avez voulu vous-même découvrir et donc voilà alors il y a justement la vie au village comme je l'ai si bien dit, les jeux de cartes, la bagarre autour de la pompe, les travaux champêtres, toujours autour du plat, ce sont des aspects de la vie au village que vous évoquez. Qu'est-ce que en tout cas ce séjour que vous avez passé au village vous a apporté concrètement? Bon, ce séjour au village m'a apporté beaucoup d'expérience. Surtout, j'ai vu que les jeunes étaient beaucoup plus organisés parce que les jeunes avaient mis en place un chant collectif chaque matin avant qu'ils n'aillent chacun dans leur champ respectif. Ils se réunissaient pour aller cultiver le champ collectif. Le champ collectif, les récoltes servaient non seulement à financer l'ensemble de leurs activités, que ce soit des festivités qu'ils souhaitent mettre en place ou bien soit des dépenses qui sont inhérentes par rapport au fonctionnement même de certains aspects du village. Et ensuite, j'ai vu aussi que quand ils reviennent le matin, parce qu'ils sortent depuis 6 heures, ils reviennent vers 8 heures, et ensuite ils commencent à manger, et ils retournent encore chacun dans leur champ respectif au niveau de leur famille. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en plus de ça aussi, le matin, quand les femmes vont au niveau de la pompe pour se faire approvisionner, et puis venir apporter cette eau au niveau de la famille pour que les uns et les autres puissent se laver ou bien faire leurs besoins avec cette eau-là. Et les causeries qui se font au niveau de la pompe, ça c'est des choses qui m'ont marqué. Aussi, les vieux qui sont d'un certain âge, à une certaine heure de la journée aussi vont... Vous savez, il y a des bois juste à poser qu'on appelle le gala, où ils se mettent là-dessus pour essayer de causer. Voilà. Et
ils ont un âge qui ne leur permet plus d'aller au champ parce que, vous savez, la culture du champ, c'est un labeur qui demande beaucoup plus, non seulement de la rigueur, mais en même temps aussi de l'énergie. Or, à leur âge là, ils ont déjà des enfants ou bien des petits-enfants qui ont déjà pris le relais. Et en plus de ça, j'ai pu aussi admirer aussi la façon dont les femmes se réunissent en collectif pour essayer quand même d'apporter non seulement à manger aux hommes, mais en plus de ça aussi faire en sorte qu'elles puissent accompagner les hommes dans leur quête de condiments. Parce que vous savez, au village, les hommes ne donnent pas d'argent aux femmes pour essayer quand même de faire de la cuisine. Voilà. Et cet aspect m'a beaucoup marqué. Parce que quand moi je vois, vous savez, j'étais jeune, hein? Moi je vois que tous les matins, mon père, avant de sortir, il met l'argent de la popote sur la table. Mais arrivé au village, je vois que les hommes ne donnent pas d'argent. Mais je dis, mais attends, je demande à mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu exiges quelque chose. Parce que mon frère, il était exigeant. Hein? Souvent, il demande à sa femme, mais attends, ta sauce n'est pas bonne. Mais sa femme me faisait quand même des remarques pour dire, ah, ton frère, il maquise, mais en réalité, il ne me donne rien. Mais moi, finalement, j'ai demandé à mon frère, mais toi, tu es exigeant vis-à-vis de ta femme, mais ta femme me dit que toi, tu ne lui donnes rien à manger pour faire la cuisine. Il me dit, hey, ici, là, les hommes, nous, quand même, ce que je lui apporte là, tout ce dont elle a besoin comme provision là, c'est ce que je lui apporte. Maintenant, là, le reste là, elle n'a qu'à les cultiver. J'ai dit, d'accord, mais si c'est ça, mais moi, je pense que tu n'as pas à lui dire que sa sauce est bonne ou bien elle n'est pas bonne. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mais malgré tout, ces braves femmes-là se battent pour faire manger à leur famille et faire manger aussi à leurs enfants, même à leur mari. Oui, parlant de braves femmes, j'ai quand même vu, vous parler tantôt de la femme de votre soeur, de votre frère. Il s'agit de Yaya, hein, sa première épouse, Nyangaba. Parlez-nous un tout petit peu de cette brave dame, Nyangaba. Bon, Nyangaba, quand même, c'est une brave dame parce que vous savez, quand je suis arrivé au village, malheureusement aussi, ça a coïncidé aussi à l'arrivée aussi de sa coépouse. Mais ce que vous n'avez pas dit par rapport à votre arrivée au village là, moi j'ai cru comprendre que vous étiez gourmand. Hein? Pourquoi? Parce que vous aviez amené toute votre provision au village, même les 5 miches de pain que vous avez amenées d'ordinaire, M. Koulibaly. Quand on se déplace dans un village, une miche de pain, 2 miches de pain, 5 miches de pain, vous êtes allé les garder au fond de votre chambre. Pour combien de temps? Oui, c'est ce que moi je vous dis, hein, parce qu'en réalité, d'abord, mon père me disait que est-ce que je pourrais manger ce qu'on est en train de manger au village? Bon, vous savez, quand quelqu'un vous éveille quelque chose de prévisible, moi je pense que c'est à vous de pouvoir prendre toutes les précautions pour que vous ne puissiez pas aller tomber vraiment dans ce problème-là. Parce qu'il m'a averti, il me dit, est-ce que tu auras la peine de pouvoir manger ce qu'on aura à te donner à manger? Mais quand vous gardez, M. Koulibaly, 5 miches de pain, au finish, ils vont se décomposer. Non. Non, non. Ah bon? Non, non, non. Et pour combien de temps? Moi, je fais à peu près 20 jours au village. Ah, mesdames et messieurs, 20 jours. Mais déjà, les 5 jours là, j'ai fini avec les 5 miches de pain. Ah, d'accord, il fallait commencer par là. Voilà. Parce que quand mon frère m'a vu que le matin, je prends du Lipton avec du lait, surtout du lait nido, quand lui, il a goûté, c'est fini. Lui, il ne prenait plus la bouillie. Et c'était moi et lui qu'on prenait le petit déjeuner ensemble. Et même la nuit aussi, le dîner aussi. Et quand je le fais partager aussi la bouillie avec du lait nido, il me dit, mais attends, nous les mamans quoi là, on profite d'eux. Hein? Et bah, il faudra que je le donne aussi ce plaisir aussi de goûter aussi d'un repas au copier. Voilà. Sinon, les 5 miches de pain, moi, je les finis en 5 jours. Parce que chaque matin, au moins, c'est lui et moi, on coupait une miche entre nous. Vous n'avez même pas eu l'amabilité de le partager avec les membres de la famille? Bon, les autres, en réalité, ne savaient pas que j'avais ces miches. Donc c'est un secret. On le garde entre nous ici, M. Koulibaly. Alors très bien. Alors il y a une expression phare dans nos villages, M. Koulibaly, vous l'avez rappelé à la page 36. Chaque fois, moi je suis un villageois aussi comme vous. Alors chaque fois quand un villageois vous dit, nous sommes presque arrivés,
Ça veut dire qu'il faut se préparer. Effectivement. Parce que tu n'es jamais arrivé. Ouais. Et pour illustrer cela, il faut aller à la page 89. Vous l'avez dit à la page 36. Hein, mais l'illustration, je l'ai trouvée encore un peu plus intéressante à la page 89. Quand vous dites ceci, alors, lorsque Alima était tombé malade et que vous l'avez amené, n'est-ce pas, à Djangassa, c'est bien ça, Dangassa, Oh, oui. au village avec les infirmières. Et vous avez parlé tantôt de la bécane, hein, que vous aviez, la Kamiko là, qui vous a quand même fait voir toutes les couleurs sur la route. Exactement. Hein, voilà. Alors, vous dites, ceci, la distance qu'on m'avait décrite me paraissait absurde. Oui. Je me dis que c'était pour m'éviter que je ne me décourage. Dagassa n'était pas juste à 9 km. à une dizaine de kilomètres Ouais. de Balala, comme on me l'avait dit. Il se trouvait plutôt à une quinzaine de kilomètres, selon mes estimations. Exactement. Parce que la façon dont je déferlais la Kamigo, je n'arrivais pas du tout à bout. Et puis, j'étais entre les milles. Parce que, vous savez, sur la route d'Angassa, Balala, pendant la saison pluvieuse, c'est borné de champs de mil et de sorgho. Et vous pouvez faire plus d'une 500 pourtant rencontrer vraiment une personne. Parce que ça trouve que déjà tout le monde est au champ. Parce que les champs qui sont au bord des routes sont rarement cultivés. Parce que peut-être ils choisissent des jours pour venir cultiver. Maintenant, ceux qui sont jusqu'au fond, ce sont ces champs-là qui vont aller pour cultiver et puis prendre beaucoup de temps avec ça. Comme ceux qui sont déjà vers la porte, ils choisissent des jours là pour essayer quand même de cultiver ça. Voilà. Alors, toujours en parlant de Dagassa, vous savez, nous, on a cette pensée ici de nos hôpitaux. Le plus souvent, on pense que l'accueil n'est pas du tout chaleureux dans nos hôpitaux. Parce que quand vous arrivez, souvent les tracasseries auxquelles vous faites face avec nos médecins, c'est quand même, c'est décrié. Mais je pense que c'est tout le contraire que nous avons vu avec les infirmières qui vous ont accueilli et les sages-femmes de Dangassa. Quand vous avez amené, comment dirais-je, Alima quand elle était malade. Alors, j'aimerais que vous nous décriviez un peu l'accueil des infirmières qui vous, voilà, au niveau de Dangassa. D'accord. Pour revenir à ça, je pense que il y a une véritable différence entre les infirmiers ou même les médecins citadins et ruraux. Parce qu'en réalité, vous savez, quand les médecins vont dans les zones reculées, surtout dans les zones rurales, ils sont obligés de s'adapter par rapport au contexte de l'environnement. Les médecins et les infirmiers qui sont dans ces contrées-là, ils sont très respectueux. Ils savent que quand ils viennent, il faudra la façon dont vous les accueillez. Ça, c'est la façon dont vous allez les accueillir, ça, c'est des choses d'abord qu'ils vont tenir compte. Et en plus de ça aussi, la façon dont vous leur parlez, ça, c'est des détails. Vous voyez, parce que c'est ce qu'on dit, que l'environnement forge l'être humain. Et quand moi, je suis arrivé à l'hôpital, et j'ai été bien accueilli. Et quand je suis descendu avec Alima, et quand j'ai garé la moto, et dès que je suis allé voir l'infirmière pour l'expliquer que je suis venu avec ma tante, qu'elle souffre d'une maladie que moi je n'arrive pas à comprendre. Et je lui ai dit que pendant que j'étais en cours de route, elle ne cessait quand même vraiment de souffrir et de voir ce qui se passe. Et quand je parlais avec l'infirmière a vu qu'il y avait une sorte de liquide qui descendait entre les jambes de ma tante. Elle ne m'a même pas laissé le temps de finir le reste. Elle-même, elle s'est accourue pour amener rapidement ma tante dans la salle d'accouchement. Et elle est aussitôt ressortie en courant pour me dire il faut aller me faire ça, ça et ça au niveau de la pompe. Parce que dans l'enceinte même de la cour, ils ont fait un bassin et derrière le bassin, il y a 2 pompes là-bas pour alimenter l'infirmerie. Voilà, parce que vous savez, c'était un don du Japon. Ils avaient fait un dispensaire plus une maternité. Voilà.
Et vous parlez tantôt toujours de, de la maladie d'Alima, qui était l'épouse de votre tonton Alimami. Alimami était un grand thérapeute, hein, monsieur Koulibaly. Malgré cela, en tout cas, il n'a pas il était impuissant, on va dire en un mot, face à la maladie de son épouse Alima. Et finalement, il ne voulait pas entendre cette proposition de son oreille, l'amener à la médecine traditionnelle. Et finalement, il fallait quand même faire recours à la médecine traditionnelle, à la médecine moderne. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la complémentarité entre ces deux, médecine traditionnelle et médecine moderne. Bon, vous savez, la complémentarité, ça dépend de la compréhension de l'être humain. Parce que quel qu'en soit le fois, nous tous, nous faisons les deux concepts, hein, la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Chaque fois, vous verrez que les gens prennent des tisanes ou bien soit d'autres recettes pour essayer quand même de pouvoir maintenir la santé. Ça, c'est vraiment quotidien pour tout un chacun. Mais en réalité, lui, il est doué dans la thérapie. C'est un véritable thérapeute parce que chaque fois que il sent que vous êtes malade ou bien vous avez un certain symptôme, c'est lui-même. Vous savez, souvent il a certaines pratiques. Moi, souvent quand je le voyais, il rentrait pieds nus dans la brousse et il ressortait avec des feuillages. Il les entrelaçait sous forme de tas. Et puis, il vous demandait, bon, il faisait des incantations et puis vous disait, bon, allez prendre ça et puis allez bouillir et se laver 3 fois ou bien boire et puis un peu. Voilà. Et puis, le lendemain, vous vous réveillez, vous voyez que déjà votre symptôme commence à se dissiper. Moi, j'écris à lui. Parce que je ne faisais pas la différence entre la thérapie et aussi la médecine moderne. Mais moi, tout ce qui était collé dans ma tête, parce que je voyais que nous, on est habitués ici à la médecine moderne, parce que nous, on a été élevés sous la médecine moderne. Mais moi, j'ai vu que lui, il pratiquait beaucoup plus la médecine traditionnelle. Surtout avec ses thérapies, avec les feuillages, et aussi, comme c'était un marabout aussi, il avait aussi certaines potions qui vous faisaient aussi sous forme de sourate là. Et puis il avait ça sur son bois. Et puis il vous donnait, et puis voilà, vous utilisez ça, et voilà, vous voyez le résultat. Voilà. C'est ça quoi. Mais en réalité, lui, moi je l'ai toujours dit, quand j'ai vu que la solution qu'il apportait à sa femme était vouée à l'échec, je ne voyais pas du tout de résultat. Et même une solution idoine. Et la maladie ne faisait que s'amplifier. Et chaque fois que moi je venais le voir pour le saluer, je lui demandais les nouvelles de sa femme et il me répondait convenablement. Mais finalement, j'ai pris mon courage pour le dire, mais la façon dont vous souhaitez traiter la maladie de votre femme, est-ce qu'il n'est pas souhaitable de pouvoir faire appel à la médecine moderne? C'était chose qu'il ne voudrait absolument pas du tout entendre. Il m'a même laissé entendre un jour que lui, il a toujours élevé ses enfants sans pourtant faire recours à la médecine moderne. Qu'il a toujours vécu sous ça, sous la thérapie, qu'il va essayer quand même de se forger avec ça. Cependant, lui-même, il avait été plusieurs fois évacué à Bamako pour plusieurs fois ici évacué à Bamako. C'est après que moi j'ai commencé. Vous savez, quand vous discutez, vous échangez avec la personne et que dans votre tête vous voyez des incohérences et vous commencez à se poser des questions. Un jour, moi, je me suis rappelé que, mais attends, lui, il a été plusieurs fois à Bamako ici pour se faire traiter. Mais pourquoi il refuse à sa femme d'aller se faire traiter au niveau de la médecine moderne? Et c'est là que je lui ai dit, mais mon oncle, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que plusieurs fois, vous avez été à Bamako ici pour se faire traiter. Et là, il m'a dit que non, ça c'est parce que souvent, quand ils n'arrivent pas du tout à avoir des solutions, à des thérapies, qu'ils font appel à la médecine moderne. J'ai dit, mais à quoi bon? Parce que déjà, vous êtes aussi face à cette problématique-là. La façon dont votre femme souffre là, il faudra que vous ayez recours à la médecine moderne. Ok, alors voilà. Vous aviez parlé de Alimami, hein. Il était pingre, il était radin, et sauf ce jour où il vous a remis 2500 pour aller faire l'irogras, sous vos recommandations d'ailleurs.
Oui, oui, parce qu'un jour, quand il est parti au champ, c'est ce jour même, j'ai exactement l'imprévisible. Ça, c'est dans l'imprévisible parce que je me suis fait mordir par un scorpion. Et bon, mon frère Bandjukou, lui, il s'était accouru pour aller au village, pour aller me chercher la pochon avec pétri dans du beurre de karité, qu'il a essayé d'asperger ça sur la partie infectée, où je commençais à avoir l'épiration de ce venin-là. Et moi, à ma grande surprise, vers le soir, j'ai vu Almami était venu tout beau au village, disons au champ. Il roulait son vélo nonchalamment, il est arrivé. Et quand il est arrivé, bon, il est venu trouver aussi que les travaux avaient beaucoup évolué parce qu'il s'inquiétait vraiment de l'évolution de ces travaux champêtres. Et quand il a vu que les travaux de champêtre de son champ avaient beaucoup évolué et que les plantes commençaient vraiment à pousser, il était tout souriant. Et tellement il a été content, il dit, mais vous avez fait vraiment du beau travail aujourd'hui. Il commençait à poser beaucoup de questions, mais moi j'ai dit, mais attends, c'est pas d'habitude de son genre là, mais qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce que, bon, il a entendu que j'ai été infecté, mordu par un scorpion, il est venu pour s'assurer que je vais bien, ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qu'il a comme surprise à nous faire? Je me suis dit dans ma tête, pourquoi ne pas aller vite dans son esprit, quoi, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il souhaite faire. Et finalement, il dit, mais si je vous faisais de la bouillie avec du riz, moi je dis, mais faire de la bouillie, ça ne sert pas à quelque chose, parce qu'on va juste boire ça, et puis on va commencer à avoir faim. Et je lui ai dit, au lieu de faire de la bouillie, pourquoi ne pas faire du riz au gras? Et là, tout le monde a approuvé. Et lui-même, c'était vraiment un peu ordinaire. Il a sorti 2500 et pour donner ça à Nyangaba pour aller vraiment faire du riz au gras. Voilà. Oui, c'est très intéressant. J'ai été très fasciné par toutes ces habitudes que j'avais perdues au village, hein. Je vais parler de... Il y a des réalités, les histoires des vélos, les couacs lors de la soirée à Filabougou, compte tenu du moteur qui avait déraillé. Ces courses de vélo, comme je l'ai si bien rappelé, il y a tellement de choses sur lesquelles je souhaiterais qu'on revienne. Bien entendu, l'axe du Coronipara face à Mbogo, les non-dits de cet axe-là aussi, avec le vieux M. Koulibaly, voilà, ça vous fait sourire. Hein? Voilà, alors c'est pas mal de choses. Les élections législatives de 97, en tout cas, vous parlez, il y a des choses qui sont vraiment à découvrir, mais on va quand même pas rendre la tâche facile à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il faut qu'ils aillent lire le livre. C'est tout simplement ce qu'on peut vous recommander. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces mots que nous allons donc vous passer la parole afin que vous posiez des questions si vous en avez ou faire des contributions sur notre ouvrage intitulé Balala de M. Mamadou Koulibaly. Merci d'applaudir encore une fois. M. Koulibaly, M. Traoré, mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres et qualités, bonsoir. Donc moi, j'ai maintenant Mohamed Traoré, étudiant aux facultés de droit public de Bamako. Donc, j'aimerais savoir ce soir, et depuis quand écrivez-vous? Voilà, première question. Deuxième question, vous avez dit que vous avez parlé un peu sur la femme. Donc, dans vos villages, j'aimerais savoir la femme, pourquoi la femme travaille pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc les hommes ne sont-ils pas les chefs de famille? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Je vous ai entendu parler de l'entrepreneuriat qui m'a justement touché beaucoup. Et j'ai vu que ce qui tourmente les jeunes aujourd'hui, très souvent, c'est l'entrepreneuriat qui tourmente les jeunes d'aujourd'hui. La question que vous avez eu à vous poser dans le passé, nous voulons savoir si vous avez eu des réponses à ces questions. Et peut-être les réponses à ces questions feront l'objet du succès de plusieurs jeunes de nos jours aujourd'hui.
Parce que nous aussi, on veut se développer dans ces domaines-là, de l'entrepreneuriat, mais on a aussi beaucoup de questions et de lacunes aussi. Ça pourrait être les mêmes lacunes que vous, donc nous le saurions peut-être à travers vos réponses et tout. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Dumia Moussa. Je suis étudiant en lettres modernes, licencié. En fait, je suis très réjoui, je viens de Balala également comme M. Koulibaly. Je suis très honoré de l'entendre parler, les histoires dont il a vécu. Donc ça fait vraiment, ça émerveille beaucoup. Ce qui est ma question, c'est sur le Kalawal. Oui, Kalawal, c'est bien ça, si j'ai bien prononcé. Voilà, Kalawal. En fait, le Kalawal qui est votre personnage dans le roman, est-ce que le grand maître qui était le thérapeute, monsieur, comment dirais-je, Almami, qu'est-ce qu'il vous a inculqué comme connaissance qu'il avait, ou la modernité qu'il voulait, ou la tradition qu'il voulait, est-ce que cette tradition a été bannie à la modernité? Parce qu'à chaque fois, il est revenant à Bamako pour se soigner. Pourquoi pas sa femme? Mais au finish, on comprend que lui-même en question, il a été guéri par la modernité, ou la pharmacie. Est-ce que, avec cette tendance, est-ce que nous pouvons dire que la modernité, d'une part, joue beaucoup de rôle dans votre roman? C'est ça ma question. Bonsoir à tous. Et avant de parler, je me nomme Hourema Toussissé. Et je suis très impressionnée par la présentation, la qualité de la présentation du livre. Malgré que j'ai pris le train en marche, j'ai à peu près compris ce qui se dit dans ce livre. Et par rapport à ça, comme je suis une femme, j'aimerais demander à l'auteur si, après sa visite au village, si jamais il y est retourné. Et si il y est retourné, j'aimerais savoir, est-ce qu'il a constaté une évolution du niveau de vie de la femme dans son village? Est-ce qu'après toutes ces années, la femme a vraiment évolué sur tous les plans, surtout sur le plan économique, parce qu'on sait qu'au village, ce n'est pas évident. Les femmes n'ont pas beaucoup d'autonomie. Voilà, c'était ça ma question. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Chagoumar Doumia, étudiant à l'université IAM permanent droit. J'ai deux petites questions à vous poser si possible. La première question est quelle est la différence entre un médecin de la ville et celle du village? La deuxième question, en résumé de tout ce que vous venez de dire, j'aimerais savoir votre source d'inspiration et ce qui vous a poussé à faire ce roman. Merci. Bonsoir à tous. Zanga Ouattara, journaliste. Monsieur Koulibaly, merci beaucoup pour ce régal. Bon, je ne l'ai pas lu, chose que je ferai plus tard. Moi, j'ai une question à vous poser. Dans ce bouquin, est-ce que vous plaidez pour Balala? Est-ce que vous plaidez pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce village-là? Par exemple, pour disposer d'un dispensaire, pour avoir accès à l'eau facilement ou pour avoir l'électricité. Merci. Donc, merci infiniment. On va donc passer la parole à M. Koulibaly pour faire un ramassis parce que nous sommes suffisamment pris par le temps. Koulibaly. D'accord. Je remercie pour tous ceux qui ont posé des questions, ceux qui n'ont pas aussi pu avoir la chance de pouvoir poser leurs questions. Pour ce qui est de savoir depuis quand j'écris, ouais, c'est mon histoire avec mon village qui m'a donné la passion d'écrire. Et je suis, pour tout vous dire, je suis sur mon troisième livre, mon troisième manuscrit que je vais finir. Le second, pour répondre à la question de la personne qui a posé sur l'entrepreneuriat, j'ai un second livre qui est déjà en cours d'édition au niveau de l'Harmattan qui est sur l'entrepreneuriat. Je vous suggère de chercher à lire ce livre-là parce que ça parle sur quelle gouvernance l'Africain, nous en tant qu'entrepreneurs africains, on doit quand même se prémunir. Parce que j'ai vu que dans les autres États, vous pouvez avoir des sociétés centenaires, des entreprises centenaires, mais en Afrique, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est pour cela que je dis management écologique d'entreprise, quelle gouvernance et de management pour l'Afrique.
Voilà. Ce livre devrait même sortir avant les événements qui sont en cours en Afrique. Mais en réalité, j'ai été beaucoup plus persécuté par les éditeurs qui ne souhaitaient pas du tout entendre le nom d'une gouvernance qui peut être propre pour l'Afrique. Que ce soit les éditions Dinote, que ce soit les éditions Pulse, que ce soit les éditions Viber, ils m'ont dit de changer de nom. Tant que je ne change pas de nom, ils ne vont pas éditer mon livre. Vous voyez? Bon, maintenant, pour moi, depuis que j'ai vraiment pris la peine pour aller au village, ça m'a donné l'amour d'écrire. Et dès que j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêté. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne pourquoi les femmes concourent telles au niveau du besoin de la famille, vous savez, souvent, c'est des cultures comme ça qui ont été ancrées dans ces villages-là. Moi, je ne sais pas. Même ma maman aussi vient du village. Vous savez, ce qui m'a le plus charmé pour aller, ma maman et mon père sont tous du même village. Ma maman vient de Balala et mon père aussi vient de Balala. Il n'y a que, à peu près, je dirais même que 100 mètres entre la famille de mon père et celle de ma maman, quoi. Vous voyez, vous sortez par le détour de notre maison, vous rentrez déjà chez notre maman. Vous voyez, nous avons 8 grandes familles dans notre village. Et les Koulibaly sont 2 familles. Bon, ils ont des appellations par rapport à ces familles-là. Et les autres là, voilà, sont de Doumia. Il y a aussi des Sinayoro chez nous. Voilà, et des Kanté. Bon, maintenant, pour répondre aussi, parce que madame a posé la question, bon, vous savez, pour moi, depuis que j'ai visité mon village, je n'ai plus quitté. Et nous avons même pris la peine pour essayer de voir comment on peut développer ce village-là. C'est pour cela qu'on a vraiment tenté de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux dire que vraiment, alhamdoulilah, on a pu quand même faire quelque chose de village parce qu'on a essayé quand même de changer non seulement les mentalités, mais nous sommes investis pour apporter vraiment tout ce qui est nécessaire pour que notre village puisse s'agrandir, vraiment. Et pour ce qui concerne la condition de la femme, aujourd'hui, je peux dire que les femmes sont beaucoup plus émancipées dans notre village, bon, dans nos villages actuellement. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la ville, l'extension des comportements se sont déportés aujourd'hui dans tous ces villages-là. Aujourd'hui, des pratiques qu'on faisait ne peuvent plus se faire. Et pour même dire, mon frère, il y a que je parle beaucoup dans les livres, parce que la façon dont j'ai été accueilli, aujourd'hui, lui-même, il a quitté le village, ça fait des années, il s'est installé à Oulé-Sévouk avec toutes ses familles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le village a pris vraiment une certaine modernité. Et c'est vrai que moi, le livre que j'ai essayé quand même d'écrire, d'éditer, l'idée c'était vraiment de faire en sorte qu'on puisse vraiment aller investir dans mon village. Parce que j'ai vu qu'on avait des problèmes de dispensaires, je l'ai même évoqué dans le livre. On avait aussi des problèmes aussi d'école. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que l'État, la municipalité est en train de s'investir pour qu'on puisse apporter l'école là-bas. Et nous-mêmes, on a essayé quand même de mettre en place un dispensaire pour qu'on puisse au moins apporter les soins nécessaires, quoi, avant que la personne puisse être évacuée dans les villages où les maternités existent depuis des années. Voilà. Et ensuite, pour ce qui concerne mes sources d'inspiration qui m'ont plaidé pour Balala. Vous voyez, vous savez, souvent, il y a certaines expériences, il faudra être au cœur. Même si on vous explique, mais cherchez à aller visiter vraiment vos parents et même vos proches parents. Cherchez à vous ressourcer. Moi, quand même, l'idée c'était vraiment de me ressourcer. Et dès que je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté. Voilà. Et
j'ai même cherché à m'investir vraiment de façon beaucoup plus sincère pour que je puisse apporter ce que j'ai envie de faire dans mon village. Voilà. Vous avez répondu à toutes les questions. Je pense que voilà, j'ai essayé de faire un ramassis. Ramasser rapidement, voilà, parce que je disais que nous ne sommes plus bon, par le temps. Alors, il y a d'autres questions. Madame a posé, est-ce que les conditions de vie des femmes de Balala ont-elles changé? Moi, j'allais peut-être vous poser la question, parce qu'en fin de roman, Alimami va vous dire, il vous donne en tout cas un temps, si vous ne vous mariez pas, il va vous envoyer une femme. Alors la question que j'allais vous poser, puisque vous poussez les jeunes célibataires comme les Lamine Coulibaly et autres à aller se marier au village, parce que là-bas il n'y a pas de prix de popotes. Alors justement, est-ce que vous êtes marié avec une femme villageoise ou une femme urbaine? Ce serait l'objet de notre question. Monsieur Coulibaly, nous sommes à la fin de cette émission. Vos mots de la fin. D'accord, moi je remercie vous, monsieur Omar Traoré, et ensuite je remercie aussi le public pour avoir fait le déplacement. Vous voyez, souvent il y a cette expérience qui se veut. Voilà, vous allez essayer de voir comment on peut traverser ce dont vous avez envie de le faire. Moi, ce roman, je me suis donné l'abnégation pour que je puisse le dicter. J'ai tenté avec, ça trouvait que j'avais pas du tout le niveau. J'ai voulu chercher à le faire éditer au niveau des éditions Djamana. On m'a rejeté que le niveau n'était pas à la hauteur. Ouais, et quand je suis allé à Paris et que j'ai commencé à faire le cycle universitaire, moi-même je me suis rendu compte qu'effectivement que les éditions, quand ils me rejetaient mon roman, mon niveau était vraiment beaucoup plus bas. Ce n'était pas un niveau quand même élevé. Et là, j'ai écrit. Vous voyez, l'éditeur me dit que Coulibaly, on n'a même plus besoin de quand même amener votre édition, votre manuscrit à la correction. C'est dit parfait. C'est dit parfait. Parce qu'en réalité, vous savez, les critiques qu'on vous fait, il faudra essayer de prendre ça. Parce que ça vous permet quand même de pouvoir se forger. Et c'est ça qui m'a beaucoup forgé. Voilà, le fait que j'apprends tous les jours et que je suis ouvert aussi à d'autres idées, ça vous permet de pouvoir apprendre et aussi quand même se remettre aussi en cause. Là, c'est ce que moi je peux vous dire en tant que jeune. Ouais, aujourd'hui, les gens veulent avoir un gain facile. C'est pas bon. Le gain facile, peut-être, chacun de nous a sa chance. Hein. On peut avoir le gain facile. Mais cherchez à quand même à bâtir votre vie, votre avenir sur un parcours que vous-même vous allez essayer de le forger en fonction aussi des difficultés que vous allez traverser. C'est ce qui serait mon mot de la fin. Voilà. Merci infiniment à vous, M. Coulibaly, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de vous accueillir autour de ce train virtuel littéraire, on va dire ainsi. Merci à vous, charmant public, d'être sorti pour la cause de la littérature. Veuillez applaudir pour vous encore une dernière fois. Merci à vous, mesdames et messieurs, que nous recevez chez vous depuis sur Djoliba TV News, mais aussi Djoliba FM, sur toutes nos stations FM. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans votre émission littéraire phare, les temps littéraires. D'ici là, portez-vous bien des choses. Au revoir. Le cocktail, c'est tout à l'heure, est en bas. Merci, au revoir.